Vous écoutez Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Aujourd'hui, nous parlons d'une maladie largement sous-diagnostiquée chez les femmes, l'ostéoporose. Selon la Fondation internationale contre l'ostéoporose, en Suisse, plus de 600 000 femmes devraient recevoir un traitement, mais n'en bénéficient pas. Après 50 ans, une femme sur deux risque de subir une fracture liée à cette maladie, contre un homme sur 5. La densité osseuse diminue particulièrement pendant la ménopause. Heureusement, il existe des habitudes préventives à adopter le plus tôt possible. Nous en parlons aujourd'hui avec la rhumatologue Camille Zamba. Bonne écoute. Bonjour Camille Zamba, comment ça va aujourd'hui ? Merci, ça va bien et vous ? Ça va plutôt bien. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter, vous et votre activité professionnelle, en fait nous parler un peu de vous ? Oui, volontiers. Alors, je suis rhumatologue de formation et puis je suis fraîchement installée en ville de Sion. Dans mon parcours, j'ai fait ma formation entre le CHUV et la clinique romande de réadaptation de Sion. La ménopause, en termes médicaux, à quoi est-ce que ça correspond ? Et c'est quoi la différence aussi avec la périménopause ? Alors, en fait, la ménopause, c'est le fait de ne plus avoir ses règles. Donc, on parle d'aménorrhée depuis au moins 1 an. Et en fait, elle apparaît en moyenne vers l'âge de 50-51 ans. Et puis, elle est associée à peu près 1 fois sur 2 à ce qu'on appelle le syndrome climatérique. Donc, c'est un ensemble de symptômes comme les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale. Parfois, on peut aussi avoir des douleurs articulaires. Donc, ça, c'est la ménopause. La périménopause, qu'on appelle aussi la préménopause, elle peut déjà débuter 10 ans avant la ménopause. Et puis, c'est une période où la durée des cycles peuvent déjà se modifier avec des périodes qui sont plus courtes, ensuite des périodes qui sont plus longues. Et puis, les symptômes du syndrome climatérique peuvent déjà être présents. Et au niveau des hormones, qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là ? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes naissent avec un capital de follicules ovariens, ce qui va donner les ovules par la suite, dont le nombre diminue avec les années. Et puis en fait, la ménopause survient quand le nombre de ces follicules est inférieur à 1000. Et puis c'est à ce moment-là que les ovaires baissent leur activité et puis qu'on observe une diminution de certaines hormones, notamment la progestérone, mais surtout les œstrogènes. Et puis pourquoi la baisse des œstrogènes elle a un impact direct sur les os ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'os, c'est un tissu vivant qui se régénère tout au long de la vie. Donc, c'est pas parce qu'on a fini de grandir que l'os va rester intact et plus bouger jusqu'à la mort. Non, au contraire, le tissu, il continue de se régénérer tout au long de la vie. Et puis, en fait, le tissu osseux, il est très dépendant des œstrogènes. C'est ce qu'on appelle œstrogénodépendant. Et puis, en fait, au moment de la ménopause, on va avoir une carence en œstrogènes et puis qui a pour conséquence une augmentation du turnover osseux avec un déficit de la formation en os. Donc, en fait, on va perdre en densité osseuse. Et puis, cette perte de la densité osseuse, elle va être associée aussi à une désorganisation, en fait, des fibres dans les os qui va modifier l'architecture de l'os et puis ça va aussi fragiliser l'os. Et la densité osseuse, de combien est-ce qu'elle peut diminuer ? C'est très difficile en fait à chiffrer. On doit se baser sur les facteurs de risque. C'est vraiment on doit tenir compte en fait de la personne dans son ensemble. Puis c'est très difficile à chiffrer. On entend souvent parler des bouffées de chaleur ou des troubles du sommeil, mais moins de la santé osseuse. Est-ce que l'ostéoporose est souvent négligée dans la ménopause ? Oui. Probablement en partie parce que c'est une maladie qui est silencieuse, en fait, jusqu'au moment où on va casser, jusqu'au moment de la fracture. Mais sans fracture, on va pas sentir qu'on a de l'ostéoporose. Et ça, c'est une notion qui est... Même certains médecins n'ont pas cette notion. Et puis, des fois, on nous adresse même des patients pour nous dire cette personne a des douleurs osseuses, est-ce qu'elle souffre d'ostéoporose ? Mais en fait, l'ostéoporose, c'est vraiment une maladie silencieuse. Et puis, elle se manifeste par une fracture qui, elle, par contre, est douloureuse. Un petit peu à l'image du cholestérol, on va pas sentir si on a trop de cholestérol dans le sang. Là, c'est la même chose.
Est-ce qu'il existe des signaux d'alerte qui permettent de savoir si ces os sont à risque? Non, alors c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que l'ostéoporose, c'est vraiment une maladie qui est silencieuse, et puis on n'a pas de signes avant-coureurs. Donc, par contre, ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est les facteurs de risque d'ostéoporose. Et puis là, il y en a vraiment une longue liste. C'est par exemple le fait de fumer, le fait de boire de l'alcool en excès. Il y a aussi des facteurs génétiques, par exemple le fait d'avoir son papa ou sa maman qui a subi une fracture du col du fémur, le fait d'avoir un petit poids. On sait que la maigreur, c'est un facteur de risque d'ostéoporose. Le fait d'avoir une ménopause précoce. Enfin voilà, c'est plutôt des signes comme ça, des facteurs de risque qui vont nous faire aller chercher, dépister l'ostéoporose. Et en tant que rhumatologue, comment est-ce que vous procédez en cas de suspicion d'ostéoporose chez une patiente? Quand est-ce qu'on recommande une densitométrie osseuse, donc une DXA, c'est ça? Oui. Alors en fait, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le dépistage systématique par densitométrie osseuse n'est pas recommandé. Donc on ne va pas faire une densitométrie osseuse chez toutes les femmes au moment de la ménopause. On va demander une densitométrie osseuse dans des situations. Et puis en fait, c'est difficile de faire des généralités. On doit vraiment aller au cas par cas, en tenant compte justement des facteurs de risque dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi de l'âge, du sexe. Par exemple, on sait que dans 80% des cas, c'est surtout les femmes qui sont atteintes d'ostéoporose, même s'il ne faut pas oublier les 20% d'hommes, mais c'est quand même une majorité de femmes. Il faut tenir compte du BMI, des antécédents de fractures, etc. Et puis c'est plutôt sur la base des facteurs de risque et des différents éléments qu'on va décider s'il faut faire une densitométrie osseuse ou pas. Et puis il faut savoir aussi que il y a des situations où l'ostéoporose, elle est vraiment clinique. C'est-à-dire une personne âgée qui, par exemple, chute de sa hauteur et subit une fracture soit de la hanche, soit par exemple d'une vertèbre, on peut dire elle souffre d'ostéoporose indépendamment des valeurs de la densitométrie osseuse. Donc la densitométrie osseuse peut faire partie du bilan, mais tout ne se base pas sur cette densitométrie osseuse. Si on veut faire de la détection précoce, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas systématiquement le test pour tout le monde? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été menées, mais pas seulement en Suisse, aussi dans divers pays, notamment des pays européens, où on a pu voir qu'il faut toujours regarder en termes aussi de coûts, de bénéfices, des angoisses que ça peut amener chez les patients. Et puis là, on a vu en fait qu'il y avait pas de bénéfice à les faire chez tous les patients. En parlant de quantification de la densité osseuse, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ostéoporose et ostéopénie? Oui, alors en fait, donc pour comprendre ces différences, je vais vous expliquer d'abord en quoi ça consiste la densitométrie osseuse. En fait, c'est une méthode de mesure où on va vous faire une sorte de radiographie à 2 sites, une au niveau de la hanche et une au niveau de la colonne lombaire, et parfois dans certaines situations aussi au niveau de l'avant-bras, mais pas chez tout le monde. Et puis en fait, on va mesurer la densité de l'os et on va comparer les valeurs de la personne chez qui on fait l'analyse à un groupe, à une population de jeunes adultes de la même origine ethnique et du même sexe. Donc on va ensuite exprimer cette différence en termes de déviation standard. C'est un peu compliqué, mais... Et puis, on va parler, en fait, on va chiffrer cette différence. Et puis, on va dire, quelqu'un souffre d'ostéopénie, et on parle d'ostéopénie quand on a des valeurs entre -1 et -2,4 déviation standard. Et on va parler d'ostéoporose à partir de -2,5 déviation standard. Mais en fait, c'est un peu un vice de notre temps de faire de valeurs mathématiques une maladie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, on sait que plus la valeur mesurée à la densitométrie osseuse est basse, plus le risque
est grand. Il y a une sorte de continuum, mais c'est pas parce qu'on a tout d'un coup une valeur à moins 2,4 SD que voilà, on est protégé des fractures, puis à partir de moins 2,5, on a de l'ostéoporose, puis c'est grave, c'est une maladie. On doit vraiment intégrer les valeurs de la densitométrie osseuse à la personne, à ses facteurs de risque, et ça fait partie en fait d'un ensemble. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas paniquer si on a des valeurs qui se rapprochent de celles de l'ostéoporose. Ouais, vous avez tout compris, c'est exactement ça. Est-ce que le suivi de la santé osseuse fait partie intégrante du suivi gynécologique à la ménopause ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute femme ménopausée n'a pas forcément besoin d'une densitométrie osseuse. Pourquoi les gynécologues sont importants ? C'est qu'on a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément de généraliste. Leur généraliste, en fait, c'est leur gynécologue qu'elles voient une fois par année ou une fois tous les 2 ans. Et puis, c'est pour ça que les gynécologues, ils ont souvent une place qui est importante. Et puis, c'est en fait à eux de voir quelles sont les femmes qui sont à risque en tenant compte justement de l'âge de la ménopause, de la maigreur, des différents facteurs de risque. Et puis, c'est eux qui vont poser l'indication à une densitométrie osseuse. Si l'on veut protéger ses os, par quoi est-ce qu'on peut commencer ? Qu'est-ce qu'on peut changer dans son style de vie ? Alors ça, c'est un long chapitre. En fait, ça passe par différents axes, en fait. Il y a un point qui est important, c'est l'importance de la prévention des chutes. On sait que plus un patient chute, plus son risque de fracture augmente, et puis plus le dépistage justement de l'ostéoporose est important. Donc, on va essayer de déterminer quels sont les facteurs de risque de chute. On a par exemple l'état de santé, où on va tenir compte par exemple des troubles de l'équilibre. On va aussi regarder si l'environnement du patient ou de la patiente est adapté. Typiquement, chez la patiente à domicile, est-ce qu'il y a des tapis qui sont installés dans le salon, par exemple ? Est-ce qu'elle met des pantoufles ? Si elle met des pantoufles, est-ce que c'est des schlaps ou est-ce que c'est des pantoufles qui tiennent bien le pied ? Il faut tenir compte de l'environnement, de comment vit le patient chez lui. Et puis, on doit aussi tenir compte des troubles de la vigilance, notamment la consommation d'alcool, par exemple, mais aussi les traitements médicamenteux. On sait qu'il y a pas mal de personnes âgées qui prennent un somnifère le soir avant d'aller au lit. Et en fait, souvent, à partir d'un certain âge, on doit se lever la nuit pour aller uriner, aller aux toilettes. Et puis, si on a pris un somnifère avant d'aller dormir, on n'est peut-être pas tout à fait dans son état normal. Et puis, on peut risquer de chuter. Donc ça, c'est tous des points dont on doit tenir compte par rapport à la prévention des chutes. Ensuite, dans le mode de vie, il faut regarder si la personne consomme du tabac, par exemple. Alors, on sait que le tabac est très mauvais pour les os. Donc, si possible, arrêter. On sait que c'est plus facile à dire en théorie qu'à le faire en pratique. Mais voilà, ça fait partie aussi de la prévention. Et puis maintenant, par rapport à l'alimentation, on sait que le régime méditerranéen est associé à une meilleure santé osseuse. Et puis, idéalement, il faudrait consommer entre 2 ou 3 produits laitiers par jour. Maintenant, on est souvent confronté à des gens qui sont intolérants au lactose, par exemple. Alors, c'est vrai que même si le lait pur est parfois moins bien toléré, il y a beaucoup de produits laitiers qui ne contiennent pas de lactose. Typiquement, les fromages d'alpage, les fromages à pâte dure, ils sont riches en calcium, mais ils ne contiennent pas de lactose, ils sont souvent très bien tolérés. On a aussi les produits qui sont fermentés, les yogourts qui sont parfois bien tolérés aussi. Finalement, il y a aussi tout ce qui est les apports protéiques qui sont importants, comme la viande, le poisson, etc. Plutôt pour l'aspect musculaire et le bienfait sur les muscles. Et puis finalement, on sait que l'alcool, il faudrait limiter à maximum 3 unités par jour. 3 unités, c'est déjà beaucoup, non ? En plus, par rapport aux recommandations habituelles. Oui, c'est déjà beaucoup. On va dire peut-être 2. On dira 2. Quel rôle joue le calcium, la vitamine D et les protéines ? Comment est-ce qu'ils agissent concrètement sur l'os ? Alors en fait, le calcium, c'est le principal constituant de l'os. On sait que 99% du calcium est stocké dans l'os et seulement 1% dans le sang et dans les cellules de l'organisme.
Et puis, la vitamine D, elle augmente l'absorption du calcium dans l'intestin et puis elle participe aussi à la minéralisation osseuse. Pour ce qui est des protéines, elles sont également des constituants de l'os et puis elles sont aussi très importantes, notamment pour le maintien de la masse musculaire. On sait que c'est difficile d'absorber de la vitamine D en suffisance. Est-ce que vous recommandez une supplémentation de vitamine D ? Alors, la supplémentation en vitamine D, elle n'est pas systématique chez tous les patients. Donc on la prescrit pas ou plus d'office chez toutes les personnes âgées, comme ça a peut-être été recommandé à un moment. On la prescrit dans tous les cas en parallèle du traitement contre l'ostéoporose, s'il y a un traitement qui est mis en place. Et puis, elle est recommandée quand quelqu'un souffre d'ostéoporose ou aussi chez les personnes qui sont âgées ou fragiles, ou bien aussi chez les personnes qui chutent souvent. Et l'activité physique, pourquoi est-ce que c'est si important pour les os ? Alors, l'activité physique, elle est vraiment essentielle. On sait que le fait de marcher, de courir, de sauter, de danser, ça stimule le métabolisme osseux. Et puis, en fait, ça entraîne des micro-fractures. Et puis, comme ça favorise, si vous voulez, la construction de l'os. Et puis, en fait, il est préférable de faire une activité en charge, justement comme la danse, la course, plutôt qu'une activité en apesanteur, comme le vélo ou la piscine. Maintenant, il faut aussi être attentif au fait qu'on a certains patients, quand on leur parle d'ostéoporose, qui vont développer ce qu'on appelle une kinésiophobie, donc la peur du mouvement. Ils se disent, voilà, je souffre d'ostéoporose, je risque de me casser, donc il faut que je sois prudent, donc je vais moins sortir, moins bouger. Et ça, on doit vraiment lutter contre cette fausse croyance, parce que le mouvement, l'activité, ça fait partie du traitement de l'ostéoporose, donc c'est très important. Et en termes d'activité physique, qu'est-ce qui est particulièrement efficace ? Qu'est-ce qu'on peut recommander comme exercice ? Alors, pour ça, je vous renvoie volontiers au site de la Ligue suisse contre le rhumatisme, où vous trouvez vraiment d'excellentes brochures qui sont très bien faites, où on peut vous donner des exemples d'exercices. Et en fait, on a plusieurs axes. Il y a le renforcement musculaire, comme monter des marches d'escalier, renforcer la musculature du dos, renforcer la musculature abdominale, faire des squats, etc. On peut aussi travailler sur la posture, aussi faire des exercices d'équilibre, comme se tenir sur un pied. Et puis d'ailleurs, justement, sur le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme, vous voyez, ils vous donnent des conseils un peu sur des choses que vous pouvez faire en pratique très facilement dans votre vie de tous les jours. Par exemple, se brosser les dents en tenant sur un seul pied. Enfin, ça, c'est des exercices qui sont très faciles à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Idéalement, après ça reste des chiffres, tout mouvement est bon à prendre, il ne faut pas forcément se fixer sur ces objectifs-là, mais il faudrait entre 2 et 3 entraînements par semaine, avec des séquences qui durent entre 30 et 45 minutes. Ça, ce serait un idéal, mais vraiment, le but, c'est de bouger. Donc là, on a parlé de prévention, mais quand l'activité physique et l'alimentation ne suffisent pas, quelles sont les options thérapeutiques ? Alors, en fait, un peu schématiquement, on a 2 types de cellules. Le premier type de cellules, c'est un peu les gentils, c'est les cellules qui construisent de l'os, et c'est ce qu'on appelle les ostéoblastes. On a un deuxième type de cellules, c'est un peu les méchants, c'est les cellules qui vont détruire l'os et qu'on appelle les ostéoclastes. Et en fait, durant l'enfance et l'adolescence, on va gagner en os, gagner en densité osseuse. Et puis là, c'est les ostéoblastes, donc les gentils, qui ont le dessus. Jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on appelle un pic de masse osseuse, le pic bone mass, qu'on atteint à peu près vers l'âge de 30 ans. Et puis par la suite, il y a la balance qui s'inverse. Et puis, c'est les cellules qui détruisent l'os qui vont prendre le dessus. Et puis, inexorablement, jusqu'à la fin de sa vie, on va perdre en os avec, au moment de la ménopause, chez la femme, une accélération de cette perte osseuse du fait de la ménopause et de la chute des œstrogènes. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'on a 2 types de traitements.
C'est les traitements d'ailleurs qu'on prescrit le plus couramment en ostéoporose, c'est ceux qu'on appelle les anti-résorbeurs. Donc c'est les traitements qui vont freiner la résorption de l'os. Et puis on a un deuxième type de traitement que sont les anaboliques osseux, et c'est les traitements qui vont stimuler la production de l'os, donc stimuler les ostéoblastes. Ça, c'est des traitements qu'on prescrit dans des situations bien spécifiques et qui coûtent un peu plus cher. Et en fait, le choix du traitement va dépendre de plusieurs paramètres. Est-ce que la personne a déjà fait des fractures? Est-ce qu'il y a eu des traitements au préalable? Quel est le sexe de la personne? Est-ce qu'on a des valeurs de densitométrie osseuse à disposition, etc. Donc c'est des traitements de fond qu'on prend sur le long terme? Pas forcément sur le long terme, non. Si on prend l'exemple des bisphosphonates, par exemple, on va les prescrire pendant 3 à 5 ans, mais ce n'est pas des traitements qu'on va donner à vie, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, on va inverser la balance risque-bénéfice. Et puis, les traitements anaboliques osseux, ça dépend du type qu'on choisit, mais c'est des traitements qui vont se donner pendant 1 à 2 ans, ça dépend lequel on choisit. Et puis, tous les anaboliques osseux doivent être suivis d'un traitement anti-résorbeur. Donc là, ça va être des séquences de traitement. Et les traitements hormonaux dans tout ça alors, est-ce que c'est encore d'actualité? Il faut savoir qu'on a beaucoup prescrit au XXe siècle les traitements hormonaux, notamment parce qu'on pensait que ça protégeait du risque cardiovasculaire. Et puis en fait, on s'est rendu compte que en fait, c'était pas le cas. Et puis que lorsqu'on prescrivait des traitements hormonaux à haute dose, ça augmentait les risques de cancer du sein. Donc on est un petit peu revenu. Et puis maintenant, on les prescrit surtout en cas de syndrome climatérique, mais pas uniquement en prévention ou en traitement de l'ostéoporose. Et puis en fait, personnellement, et je sais que mes collègues rhumatologues, la plupart de mes collègues rhumatologues ne prescrivent pas non plus. On laisse ça c'est les gynécologues qui s'en occupent et pas les rhumatologues. Il y a quelque chose qu'on entend parfois sur les traitements de l'ostéoporose, c'est qu'ils ont mauvaise presse. Pourquoi, selon vous? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un problème auquel on est presque quotidiennement confronté. C'est vrai qu'il y a certains effets secondaires qui sont pourtant très rares, comme l'ostéonécrose de la mâchoire, qui font très peur aux patients. En fait, au début des années 2000, il y a eu quelques cas d'ostéonécrose de la mâchoire qui ont été publiés. Et puis à partir de là, le mal était fait. Et puis c'est un des effets secondaires qui fait extrêmement peur aux patients. Il faut savoir que l'ostéonécrose de la mâchoire, c'est un effet secondaire qui est très rare quand les traitements sont utilisés en ostéoporose. C'est des effets secondaires qu'on peut voir beaucoup plus quand ces traitements sont utilisés dans des contextes oncologiques, mais où ces traitements sont utilisés à des doses nettement supérieures à celles que nous, on utilise en ostéoporose. Donc, moi, je lutte là contre, vraiment. C'est pas parce qu'on prend un traitement contre l'ostéoporose qu'on va devoir renoncer à certains traitements dentaires. Et puis, à l'inverse, c'est pas parce qu'on est sous traitement chez un dentiste qu'on va pas pouvoir prendre des traitements contre l'ostéoporose. Donc ça, c'est vraiment tout à fait compatible. Et puis, quand je suis confrontée à ce problème, je me mets volontiers à disposition des dentistes pour en parler. C'est vrai qu'il y a certains facteurs de risque, comme le fait d'être vraiment chez les femmes qui sont très âgées, fumeuses, avec une mauvaise hygiène bucco-dentaire, mais c'est de loin pas la population qu'on voit le plus. On arrive gentiment au terme de cette discussion. Quel est le message que vous aimeriez passer à la fin de ce podcast, peut-être aux femmes en périménopause ou ménopausées? Alors, ce qui est très important, il faut bouger, si possible sous le soleil, et puis il faut croquer la vie et surtout ajouter des produits laitiers. C'était simple et efficace. Merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et bonne fin de journée. Merci, avec grand plaisir. À vous aussi. Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur l'ostéoporose, vous trouverez différentes ressources sur le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Il existe un calculateur de calcium pour savoir si vous en consommez en suffisance, des cours d'activité physique appelés ostéogym,
des brochures sur le sujet et un check en ligne du risque d'ostéoporose disponible sur le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme dès cet automne 2026. Partagez cet épisode, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire ou quelques étoiles. Tout cela nous aide à rendre le podcast plus visible auprès d'autres personnes touchées par les rhumatismes.